Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe et spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mères et des pères sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner des clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Milkshaker donne aujourd'hui la parole aux sages-femmes, du moins à une sage-femme. Elle s'appelle Charline, vous connaissez probablement son compte, @Charline Sage-Femme, qui tente de vulgariser et de rendre accessible tout plein d'informations sur la femme, la gynéco, la grossesse, le postpartum et tant d'autres. Avec Charline, on va parler de la place de la sage-femme dans l'accompagnement de l'allaitement. Car ce sont bien elles qui sont en première ligne avec les auxiliaires de puériculture. Ce sont elles qui passent vous voir à la maison durant votre postpartum immédiat et elles sont souvent votre référent durant cette période. On va rappeler ce à quoi vous avez le droit, ce que la sage-femme peut faire ou ne pas faire et tenter de définir où sont leurs limites pour accompagner votre aventure lactée. Vous allez vite comprendre que ce n'est pas binaire, la limite est liée à la profession bien sûr, mais il s'agit surtout d'individus, de professionnels en face de vous et de la capacité de chacun de connaître son champ d'action et donc ses limites. Je vous laisse découvrir cette discussion et bienvenue donc à Charline et aux autres sages-femmes dans Milkshaker. Belle écoute. Salut Charline, bienvenue dans Milkshaker. Salut Charlotte. Alors Charline, aujourd'hui on est là ensemble pour parler allaitement et il me tenait à cœur d'inviter une sage-femme dans ce podcast parce que je considère, et je vais le redire plusieurs fois pendant l'interview, que vous êtes quand même en première ligne avec les mamans allaitantes, de par la place que vous prenez dans le système de santé. Vous êtes là à l'hôpital quand on accouche, vous êtes là éventuellement en postpartum dans le Prado quand les mamans en bénéficient. Donc voilà, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour ton invitation, Charlotte, et merci de donner la parole aux sages-femmes sur le sujet de l'allaitement. Donc, je m'appelle Charline, je suis sage-femme depuis bientôt 7 ans. J'ai d'abord exercé en milieu hospitalier dans différentes structures, mais majoritairement, j'ai passé le plus de temps dans une maternité de niveau 3, labellisée IHAB pour info, et j'en reparlerai par la suite. Donc, Ok. initiative Hôpital Ami des bébés. Et ça fait 3 ans à présent que je travaille en libéral. Ok, très bien. Voilà, Donc t'es plus du tout à l'hôpital là. exactement. Je ne suis plus du tout à l'hôpital depuis 3 ans. Et à Ok. côté de ça, j'ai mon compte Instagram où je diffuse de l'information ludique et accessible sur la santé de la femme, grossesse et gynéco. Voilà, Ouais. Pour vulgariser au maximum, ce qui n'est pas forcément hyper accessible le reste du temps. exactement. La première question que je veux te poser, Charline, c'est déjà dans votre formation de sage-femme, qu'est-ce qui est enseigné côté allaitement ? Parce que c'est un truc qui revient souvent, c'est de dire que finalement la formation, elle est... il n'y en a pas quoi, enfin, ou quasiment pas dans les études initiales de sage-femme, et que ça participe à la désinformation sur le sujet pour les mamans. C'est une question, je pense que peu importe les sujets qu'on aborde autour de la parentalité et de la grossesse, on me pose souvent la question de la formation et en toute honnêteté, à chaque fois, je sais jamais trop quoi répondre parce que j'ai plus beaucoup de souvenirs de ma formation qui pourtant n'est pas si vieille que ça. C'est sûrement effectivement la preuve que on n'a pas eu une année entière sur l'allaitement. Il est vrai, je pense qu'on a quand même eu plus d'informations que mes souvenirs, mais c'est surtout, je pense que ce qu'on retient en cours, c'est ce qu'on met en application dans les stages. Mhm. Et c'est tout bête, mais je sais même plus. Franchement, je ne sais plus quand est-ce qu'on aborde l'allaitement. Et je pense qu'effectivement, c'est pas un énorme chapitre. Je crois qu'on l'aborde assez tôt dans notre formation de souvenirs. Et après, c'est est-ce qu'on a des stages finalement pour les mettre en pratique dans la foulée ou pas. Et je trouve que notre formation pour l'allaitement repose beaucoup plus sur nos stages, les personnes qu'on va rencontrer,
qu'on va suivre que sur la formation initiale, effectivement. Et pourtant, la théorie, elle est essentielle et on n'apprend pas tout en cas clinique, mais voilà. Donc, j'ai plus énormément de souvenirs. Je pense qu'effectivement, comme c'est de toute façon ce qui ressort de beaucoup de monde, elle est pas suffisante. Moi, mon souvenir, c'est d'avoir vraiment appris sur le terrain en tant que stagiaire, mais aussi en tant que sage-femme. Euh, Parce que le souvenir que j'en ai, donc toujours prendre avec distance ce que je dis, vu que je n'ai pas fait toutes les écoles de sage-femme de France, bien Mhm. évidemment. Euh, le souvenir que j'en ai, c'est que quand on est étudiant de sage-femme, on est tellement stressé d'être à jour sur des suivis pathologiques, diagnostiqués des choses graves, que peut-être qu'effectivement l'allaitement n'a pas autant de notes de noblesse que d'autres sujets. Parce qu'il y a une autre solution que l'allaitement, parce qu'il y a toujours cette solution biberon et lait infantile, enfin lait préparation commerciale pour nourrissons. Tu penses que c'est pour ça que c'est du coup moins important dans l'esprit? Je pense que globalement, c'est pas tellement par rapport au biberon, mais je pense que c'est, en fait, on apprend presque, on est capable de prendre en charge des situations graves, mais Ouais. les situations de la vie commune qui peuvent paraître assez banales finalement, même pour une étudiante sage-femme, bah écoute, cette patiente, elle souhaite allaiter ou elle souhaite donner le biberon, bah finalement, on est peut-être moins au clair. Je vais donner un autre exemple. Un pédiatre va être hyper au fait sur quelque chose de grave, mais tu vas lui dire, bah, mon bébé, il a un bouton là sur la joue, est-ce que c'est grave? Bah, sûrement que non. Mais tu vois ce que je veux dire? En fait, je trouve qu'en tant Ouais. que soignant, on est vraiment préparé à prendre en charge, fort heureusement, des choses très graves, très urgentes, et parfois les problématiques finalement moins graves en termes de... Ouais, de risques vitaux. Exactement, c'est le mot que je cherchais, merci. Eh bien, passe un peu de côté et le risque, c'est qu'on en oublie bah, finalement que cette personne-là qui vient d'accoucher, ce couple-là qui est jeune parent, en fait là, aujourd'hui, leur problématique la plus importante, bah, c'est que le choix de l'alimentation qu'ils ont choisi se passe bien. Et je pense que c'est peut-être plus cette notion-là, tu vois, où en tout cas, moi, je sens que j'ai pas été suffisamment imprégnée de ça dans mes études et que je l'ai finalement plus découvert au contact des femmes. Oui. Est-ce que c'est pas finalement, de façon plus générale, la problématique du postpartum? C'est-à-dire qu'une fois que maman et bébé vont bien, ce qui se passe ensuite, et enfin voilà, les femmes sont quand même un peu laissées de côté une fois justement qu'au niveau vital, tout le monde est OK. Je pense que ça joue. Je pense que ça joue. Ouais. Ouais, c'est ce postpartum qui est pas tout à fait assez bien considéré et l'allaitement en fait partie. En partie, mais tu vois, il y a ce côté, si c'est pas grave et que le pronostic vital n'est pas en jeu, c'est pas si simple dans. euh, alors, j'allais dire, c'est un peu la bonne excuse, mais ça joue quand même dans le rythme quotidien des consultations, des rendez-vous, etc. De là se poser et se dire, en fait, nous, en tant que soignants, je trouve que c'est difficile parfois de se dire, nous, en tant que soignants, je sais pas, par exemple, cette patiente, elle vient aux urgences pour quelque chose qui pour nous n'est pas grave, de s'arrêter en tant que soignant et de se dire, attends, en fait, cette patiente, si elle vient aux urgences, c'est que derrière, même si nous, factuellement, ce qu'elle a n'est pas grave, derrière, il y a quelque chose de très important. Mhm. Et en fait, l'allaitement, pour moi, c'est un exemple de plein d'autres choses, de plein d'inquiétudes qui ne mettent pas du tout en danger la santé de nos patients et qui sont pas forcément considérées parce qu'on est parfois très dans le médical pur et dur. Voilà, là, c'est des énormes généralités que je balance, mais on va avoir le temps de nuancer. Mais voilà. Non, mais je pense que c'est assez clair. C'est le fait que vous avez des sujets à traiter qui sont plus urgents, plus vitaux que l'allaitement en lui-même, et que du coup, noyé dans cette somme de problématiques-là, l'allaitement perd un peu des lettres de noblesse parce que ça reste secondaire à côté d'une maman qui a un pronostic vital qui est engagé, ou un bébé de la même façon. Voilà, je pense que ça se noie dans les infos et que c'est à force des rencontres et des expériences et d'entendre les femmes où on se dit non, non, mais attends, là, parlons-en. Ouais, là parlons-en, il y a vraiment un sujet. Moi je dis toujours avec l'allaitement, tu vois, que ce qui est embêtant, c'est pas les pros qui savent pas, c'est les pros qui savent pas mais qui croient savoir. Je dis Hmm. toujours que c'est eux le principal problème, et je dis, enfin, je m'applique ça à moi-même, tu vois, je suis sortie de mes études d'ostéopathie, j'avais fait deux, trois trucs concernant la pédiatrie, et
On m'avait fait croire, finalement, parce que je pense que mes professeurs eux-mêmes pensaient savoir, mais on m'avait fait croire que je pouvais prendre en charge correctement un nourrisson à la sortie de mes études, ou Hmm. même une femme enceinte, alors que je trouve que c'est absolument faux et qu'il me manquait beaucoup trop d'informations, qu'elles soient théoriques ou pratiques, pour les prendre en charge. Alors, est-ce que ce serait un peu pareil pour vous à la sortie de vos études, à savoir l'allaitement, voilà, c'est quand même un truc où on vous dit, voilà, donc du coup, tu sais accompagner la maman allaitante, et du coup, tu te retrouves dans la posture de celui qui croit qu'il sait alors qu'il ne sait pas, ou est-ce que quand même on vous dit, bon, là, par contre, il va vous manquer des infos, allez vous former en plus? Parce que moi, j'aurais aimé qu'on me dise à la sortie de mes études. Euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je réfléchis. Je pense quand même que au sortir de nos études, mais vraiment, en fait, je pense que là, pour le coup, le niveau d'information qu'a une sage-femme au moment du diplôme sur l'allaitement peut être extrêmement variable d'une sage-femme à l'autre. Donc, c'est compliqué de répondre de manière générale. Je pense qu'il est possible, effectivement, d'avoir suffisamment d'infos, euh, de par les rencontres qu'on a faites, de Mhm. par les soignants qu'on a suivis. C'est tout bête, hein, mais l'un de nos premiers stages dans nos études de sage-femme, c'est avec les auxiliaires de puériculture. Euh, et ben, c'est des personnes qui clairement sont hyper présentes pour l'allaitement. On a des stages aussi souvent en néonat, où là on se retrouve avec des allaitements de prématurés. Et donc toutes les questions de stimulation de la lactation avec un bébé peut-être qui peut pas prendre le sein. Enfin, tu vois, on est confronté à ça. Et ça dépend aussi beaucoup des lieux de stage et tout simplement de l'organisation des services dans lesquels on fait des stages. Exemple, moi j'ai fait ma scolarité quasiment que dans des lieux de stage où les maternités ont le label IHAB, donc Initiative Hôpital Ami des Bébés. Donc c'est un label délivré par l'UNICEF où en gros c'est une charte, il faut répondre à plusieurs critères et le but c'est de respecter la physiologie de la mère et de l'enfant. On ne sépare jamais un enfant de ses parents, poids à gogo, favoriser l'allaitement, etc. Donc forcément, je pense que j'ai été plutôt au fait de l'allaitement. Néanmoins, ça a plus joué les auxiliaires que j'ai pu suivre. Et ensuite, j'ai fait plusieurs fois des stages dans des maternités où les sages-femmes avaient beaucoup de choses à faire pour les nourrissons Mhm. versus d'autres collègues qui étaient dans des maternités où il y avait des infirmières puéricultrices dans les services de suite de couches. Et donc, les sages-femmes ne s'occupaient que des mamans, purement le côté médical. Et l'allaitement, c'était soit les oxys, soit les puères. D'accord. Et c'est pour ça que ça peut vraiment créer une grande disparité parce qu'au final, pourquoi te former davantage sur l'allaitement si ton stage de 6 mois, tu le fais dans une maternité où de toute façon, c'est pas toi qui gères l'allaitement et que t'as pas pour vocation d'être sage-femme libérale, euh, tu vois, t'adaptes aussi tes connaissances et peut-être tes lieux de stage en fonction de ton projet de carrière. Mais effectivement, le tout, en fait, c'est de le savoir. Et ça, je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles. Et quand en plus tu te sens pas forcément légitime et que tu te poses plein de questions sur tes compétences quand tu es toute jeune diplômée, de dire bah je sais pas, tu te dis pas forcément en fait c'est sage de dire je sais pas, je vais adresser. Mm. Tu te dis juste en fait je suis nulle. Vivement que j'ai 5 ans d'expérience parce que là je sais rien et ça me tue de dire que je ne sais pas. Et effectivement, je pense que c'est un super conseil et c'est quelque chose que j'aurais aimé intégrer quand quand j'étais étudiante sage-femme ou jeune diplômée, c'est que c'est pas une honte de dire qu'on ne sait pas, c'est pas une honte de demander un avis aux collègues. Et moi, j'avais l'impression qu'une bonne sage-femme, c'était une sage-femme qui savait, alors qu'effectivement, une bonne sage-femme, c'est une Mm. sage-femme qui est capable de dire quand elle sait pas. Ouais. Mais le problème, c'est que pour dire ça, il faut savoir qu'on sait pas. Ah bah, c'est le grand problème du savoir. Ouais. Et je pense, toute la problématique, c'est que, enfin, moi, je crois pas trop en le fait que les gens donnent volontairement des informations erronées. Je pense qu'ils pensent savoir et Bien sûr. qu'ils font de ça de façon super bienveillante, mais que malheureusement, on est aussi sur un sujet, l'allaitement, mais comme la parentalité en général, où tout le monde a son avis, finalement, bercé par les propres idées reçues dans lesquelles il a évolué, qu'elles soient, enfin, que ce soit côté pro ou côté perso, et que bah voilà, quand on arrive, ben, qu'on soit ostéo, sage-femme ou tout ce qu'on veut dans ce milieu-là, on est aussi
qu'on le veuille ou non, Bien bercé sûr. par les trucs dans lesquels on a baigné. Et si la formation ne nous permet pas de nous dire ça, il y a beaucoup de choses à savoir là-dessus, donc ça nécessite Ouais, d'aller faire des formations complémentaires. Ben, si on nous le dit pas, encore une fois, on peut pas le savoir. On leur bien fait sûr. confiance à nos profs. Donc du coup, il faut savoir qu'on ne sait pas quoi. Et ça, c'est, je pense, la grande Ouais, mais difficulté. c'est hyper juste ce que tu soulignes. Je pense que l'une des choses que j'entends le plus chez les patientes que je vois en postpartum, c'est franchement, le séjour en maternité, c'était épuisant parce que tout le monde avait des discours différents. Ouais. Et c'est quelque chose qui pèse énormément sur les jeunes parents qui se posent plein de questions et qui ont des discours parfois contradictoires. Ça peut changer d'un jour à l'autre parce que les nouveau-nés changent beaucoup d'un jour à l'autre et pour les Ouais. coups, ça peut être expliqué, mais il y a plein de fois où c'est juste effectivement basé sur des expériences et pas sur... Je pense que ce qu'on ne sait pas assez, c'est ça effectivement, c'est que il y a une vraie connaissance scientifique sur l'allaitement et c'est pas juste... bah, enfin, on le met au sein et basta. Et en fait, il y a un vrai savoir qui peut effectivement être adapté à chaque situation. Et, et déjà, rien que de savoir ça, je trouve que ça permet de se dire, ah ok, bon ben, il y a peut-être des choses à savoir du coup. Ouais. Alors du coup, ça me fait enchaîner sur une question que je voulais te poser. Selon toi, quelles sont les informations essentielles que les sages-femmes elles devraient avoir en leur possession, toutes autant qu'elles sont, tu vois, qui pourraient être données dans cette formation initiale, pour ne pas désinformer justement les parents et protéger l'allaitement. C'est parce que quand on sait Hmm, quelles infos, derrière, c'est le moment où on sait aussi quand est-ce qu'on réadresse. complètement. Bah, tu vois, ça, ce que je vais te dire, c'est des choses que moi j'ai apprises effectivement quand j'étais déjà diplômée, parce que dans la maternité où j'ai travaillé le plus longtemps, il y avait plusieurs consultantes en lactation, que ce soit des sages-femmes ou des auxy dans le service de suite de couche, et on avait même des protocoles sur l'allaitement, ce qui peut paraître extrêmement bizarre. Et je sais que certains se disaient non mais attends, des protocoles sur l'allaitement. Ben en fait, ça permettait de s'appuyer sur des choses factuelles et des facteurs de risque pour se dire en fait tant qu'on n'a pas ça, il n'y a pas de nécessité de compléter. Et je pense que vraiment, l'un des trucs qu'il faut savoir et qu'il faut apprendre et qu'il faut arrêter de faire à tout va, c'est les compléments de lait artif quand c'est pas le projet des parents à la première difficulté. Hmm. C'est vraiment l'une des choses qui foire l'allaitement le plus vite parce que la base de l'allaitement, c'est pour avoir plus, il faut stimuler plus, pour avoir moins, il faut stimuler moins. Et en fait, si on n'a pas compris juste cette base toute simple, on va foirer un allaitement parce que en plus de du coup empêcher ce bébé de stimuler plus parce qu'il a besoin de plus, bah forcément comme on aura complété et vraiment je parle de lait actif parce que ça va très vite sans même passer par la case de complément de lait maternel. Mhm. Euh, et en plus, bah, du coup, forcément, en termes de digestion, cet enfant va dormir plus longtemps. Et là, en termes de confiance en soi, on vient de mettre un énorme coup de poing dans Ouais. la confiance en soi de ces jeunes parents et cette mère qui se dit, bah, en fait, mon lait ne nourrit pas assez. Et je pense que c'est ça les infos. Clairement, les compléments de lait artificiel, euh, finalement, quand vraiment on connaît les critères pour en mettre, bah, ça arrive pas si souvent de compléter avec du lait artificiel. Ouais, ça c'est important que tu le dises. Quand on connaît un Ouais, peu finalement le vrai besoin en complément, donc ce besoin qui commence à aller vers du vital finalement, hein, ce bébé qui n'arrive exactement. pas à manger, la lactation qui se met pas en route pour une raison ou pour une autre, c'est quand même assez rare et normalement on n'en a pas besoin quoi. Mais c'est ça. Et en fait, avant ça, moi j'aime bien appeler ça des déviations. C'est mon projet initialement, c'est de mettre au sein et basta. Et ben, je vais prendre la déviation. Je vais stimuler, je vais faire de l'expression manuelle, je vais faire du tire-lait. Je peux lui donner à manger avec un dispositif d'aide à l'allaitement, avec une tasse, une cuillère, une pipette. Et en fait, il y a plein de choses pour donner du lait maternel pour stimuler la lactation, pour stimuler les mises au sein. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire avant de compléter avec du lait artif. Ça, c'est vraiment un truc à retenir. Et du coup, souvent, ce que j'aime bien dire, c'est finalement un bébé qui pleure beaucoup pour réclamer à manger. C'est un bébé qui a la force de réclamer à manger, donc c'est bon signe. Et en fait, on lui fait confiance. Et je pense qu'on doit davantage valoriser les compétences naturelles de la mère et de l'enfant.
sur l'allaitement. Mhm. Et expliquer le rythme de l'enfant, le rythme de la nuit de Java, des pics de croissance. Le nombre d'allaitements qui s'arrêtent à J3, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Et en fait, juste quand ça fait 2 jours que t'as pas dormi parce que tu viens d'accoucher, que ton enfant a perdu du poids et que c'est normal, mais que toi, sur le moment, tu t'as juste envie qu'il reprenne du poids. Mais ça aussi, rappeler que un bébé perd du poids et c'est normal les premiers jours. Et tant mieux qu'il fasse son pic de croissance à J3 et qu'il réclame toute la nuit et que c'est une nuit de Java et que c'est la nuit blanche parce qu'en fait, il fait exactement ce qu'il doit faire pour reprendre du poids. Et c'est canon. Ouais. Et alors que si on dit, ah bah oui, il doit avoir vraiment très très faim, on va le Votre lait, il doit compléter. vraiment pas être nourrissant. Ouais. Et du coup, l'une des autres infos essentielles, c'est que pareil, un lait qui n'est pas suffisamment nourrissant, franchement, c'est hyper rare. En fait, c'est assez rare un allaitement, vraiment, quand on met tout en œuvre qui ne fonctionne pas. Ouais. Je dis pas forcément un allaitement au sein, Mhm. 100% au sein, mais par contre, un allaitement 100% au lait maternel, euh, dans la mesure de si c'est tous les jours le choix de la mère, si ça met pas en danger sa santé mentale, enfin voilà, avec tous ces points de vigilance-là, euh, en réalité, si toutes les planètes sont alignées, il est souvent possible que l'allaitement soit 100% au lait maternel. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aussi, comme donc là la première info c'est vraiment voilà, c'est rare d'avoir à donner des compléments de lait de préparation commerciale pour nourrissons. Mhm. Et puis est-ce que la deuxième chose importante ce serait de dire c'est pas censé vous faire mal. Oh oui, c'est juste. Merci de le dire. C'est vrai que tu vois, il y a des choses parfois qui sont tellement ancrées que je pense même pas à le dire comme ça quand je suis pas devant une patiente. Mais oui, effectivement, c'est pas censé faire mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a un truc à corriger, Mm. une position à corriger euh, de la mère, de l'enfant, des choses à vérifier chez l'enfant dans la position de sa bouche, la position de sa langue. Euh, Juste, on se dit pas bon c'est tout, c'est comme ça. On Ouais. cherche des solutions. Par contre, il est vrai que comme c'est pas forcément aisé de trouver des solutions et que je vais donner l'exemple des freins de langue restrictifs, on en parle de plus en plus, c'est pas si évident et ça peut demander de l'expérience d'en diagnostiquer. Euh, Par exemple, moi, je sais que ça fait partie des choses que je ne sais pas si je suis capable d'en diagnostiquer. Pourtant, j'ai eu une formation, mais en toute honnêteté, je me sens pas hyper à l'aise avec ce sujet. Et ce qui est compliqué également, d'un côté, c'est parfois compliqué de dire je ne sais pas. Ce qui est compliqué de dire qu'on ne sait pas, c'est quand on ne sait pas non plus à qui adresser. Ouais. Selon l'offre de soins autour de soi, parfois tu te retrouves, c'est dur de dire à quelqu'un, franchement, je ne sais pas. Et là, dans les 50 kilomètres autour de nous, je ne sais pas à qui vous adresser. Ouais. Oui, là ça rajoute un niveau de Ouais. difficulté en effet. Mais avant même ça, si on parle juste de la maternité, une des problématiques qu'on a sur les histoires de compléter et des douleurs, c'est que les bébés, ils doivent, idéalement, sur un accouchement par voie basse qui se passe bien et sans complications, maman et bébé doivent sortir de la maternité en général à J3. Ça peut Ouais. être un petit peu différent, j'imagine, dans les maternités privées, etc. Mais c'est pas pour autant que l'accent sera tellement mis sur l'allaitement, mais cette sortie à J3, pour moi, elle est une des bases du problème parce que on veut que les bébés sortent à J3 en ayant repris du poids, alors que en gros la montée de lait elle se fait dans ce timing là et qu'on sait qu'un bébé il reprend pas de poids tant que la montée de lait elle n'est pas arrivée parce que le colostrum voilà lui donne plein de choses mais lui fait pas nécessairement prendre du poids. Donc du coup est-ce que c'est pas aussi un peu parfois la solution de facilité de se dire qu'on complète parce que en complétant bébé il prend du poids Ça et permet de faire sortir. C'est une question qui est importante à se poser. Euh, Je pense vraiment pour le coup que ça dépend des maternités. Pour le coup, tu vois, j'ai beaucoup de patientes qui sortent avec une courbe de poids qui n'a pas augmenté. d'accord. Par contre, en réalité, ça dépend effectivement de l'offre de soins autour. Est-ce qu'il y a une sage-femme qui est capable de passer le lendemain ou dans les 2 jours max? Ouais. Une sage-femme, une puère de la PMI, est-ce qu'il y a un relais derrière? Et effectivement, s'il n'y a pas de relais ou si
je vais dire un truc qui est un peu triste, mais qui existe, c'est vrai. Parfois aussi, on a des préjugés sur certaines patientes ou certains couples. Euh, Juste, on le sent pas, on sait pas s'ils vont gérer derrière. Bah, presque, on se dit, bah, nous, c'est tout. Au moins, ils sont sortis. Effectivement, la courbe de poids a commencé à remonter. On a fait notre job. Et puis après, bah, c'est tout. Bon, effectivement, on a coché les cases. Et cette pression de la sortie et du rendement en maternité, euh, avec des services toujours pleins à craquer. Et effectivement, ça arrange tout le monde quand tout le monde sort à J3. Et encore, il y a de plus en plus de sorties à J2 maintenant avec les Mm. sorties précoces, peut être aussi souhaitée par les mamans, hein, bien Ouais, bien évidemment. sûr. Euh, c'est sûr que ça pousse parfois à, dans certains cas, c'est génial, s'adapter, mais ça pousse parfois à justement moins s'adapter et donner des conseils généraux qui est clairement pas une solution quand on parle d'allaitement. Ouais, qui Globalement, vont c'est pas ça dans en le fait. sens de l'allaitement, ouais. C'est ça. Il y a, dans plein de pays, les couples sortent de la maternité au bout de 48 heures. La question se pose pas. Mais par contre, effectivement, quel est le relais derrière? Ouais. Et c'est là où je trouve que c'est hyper important de, pendant la grossesse, savoir qu'on peut avoir un relais derrière et déjà se constituer sa team du postpartum pendant la grossesse et pas se retrouver 48 heures après l'accouchement à se dire mais en fait j'ai même pas réussi à passer un coup de fil pour trouver une sage-femme parce que j'en connais pas. Ouais. Enfin, voilà, c'est vraiment des questions à se poser pendant la grossesse si possible. Ouais. Justement, le rôle de la sage-femme, donc on appelle ça le Prado, cette période en postnatal où vous passez à la maison. Alors, en réalité, si on veut être exact, le terme Prado, c'est un dispositif de la Sécu Mhm. qui veut dire programme genre d'accompagnement au retour à domicile, Ouais. truc comme ça. Et donc le Prado, ça existe, enfin ce terme-là existe pour d'autres services que la maternité. D'accord. C'est le Ok. principe de créer un lien hôpital-ville. D'accord. Et Ok. donc en fait, même si le Prado n'existe pas, il est possible d'avoir des visites à domicile. Le terme Prado, en fait, on l'utilise pour tout et c'est pas faux. Mais c'est juste pour dire que s'il y a personne de la Sécu ou s'il y a aucune sage-femme de la maternité qui vous parle d'une visite d'une sage-femme à domicile, c'est pas que vous n'êtes pas éligible, c'est juste qu'on vous en a pas parlé et que vous avez le droit vous-même d'en faire la demande. D'accord. Ok. Très bien. Donc du coup, dans ces passages à la maison que vous effectuez, il y en a, rappelle-nous, il y en a combien? À quoi justement on peut avoir droit, À avoir entre droit? guillemets? Alors là aussi, je vais essayer d'être précise, mais c'est des choses presque pour les patientes qui, enfin, comment dire, j'allais dire qui vont pas forcément parler. Enfin, ouais, je vais expliquer. Parfois, on entend qu'on a le droit à 2 visites. En réalité, 2 visites, qu'est-ce que c'est? C'est en termes de cotation pour la sage-femme, quand elle passe la carte vitale, il y a 2 visites qui sont rémunérées d'une certaine manière. Passer D'accord. ces 2 visites, on est beaucoup moins rémunéré. C'est clairement presque une perte d'argent de passer à domicile. Par contre, il est possible de quand même gagner de l'argent en cotant une consulte pour la maman, une consulte pour le bébé. Bref, ça, c'est finalement des préoccupations qui ne devraient pas intéresser Ouais, bien sûr. les Les mères. patients. Hmm. C'est très soignant, enfin, ça dépend du soignant, mais c'est pour ça qu'en fait, parfois, on dit juste ces 2 visites. Parce que en réalité, c'est un peu le nerf de la guerre. On galère tous à gagner de l'argent en tant que sage-femme et passer 1 heure pour gagner 20 euros, ce n'est, enfin 20 euros brut, donc 10 euros, ce Ouais, n'est pas possible. bien sûr. C'est juste clairement impossible. Euh, donc finalement, tout ça pour dire que, en réalité, en pratique, qu'est-ce qu'il faut retenir pour une patiente? C'est qu'il n'y a pas un vrai nombre limite. Si vous avez besoin d'une sage-femme, si elle vous dit qu'elle peut pas passer, en fait, c'est plus elle de son organisation, de son ressort, de ses habitudes. Parce que une sage-femme s'organise comme elle veut, elle n'est pas tenue de faire des visites à domicile si elle n'en fait pas. Euh, mais par contre, vous avez le droit de demander de voir une sage-femme en postpartum à domicile ou au cabinet, Mhm. ce qui est parfois plus simple aussi Bien de sûr. se déplacer, en tout cas pour trouver une sage-femme disponible. Il n'y a pas de nombre limite. C'est juste que euh, sur au moins 2 rendez-vous, vous êtes sûr de ne pas avancer les frais. Selon les sages-femmes, les régions, les habitudes, potentiellement également jusque J12 du postpartum.
vous êtes toujours au 100% maternité. Et c'est pas pour autant qu'après vous êtes laissé pour compte. Vous avez le droit à G18 après la naissance, une question allaitement, prendre un rendez-vous avec une sage-femme. Et si vous n'avez pas de sage-femme qui est disponible pour une visite à domicile, eh bien, voyez si vous pouvez vous déplacer au sein de son cabinet. Euh, c'est pas la même chose en téléconsultation, mais n'empêche que ça peut parfois faire avancer, débloquer des choses le temps d'avoir un rendez-vous en présentiel, d'avoir une consulte à distance. Donc en fait, il n'y a pas de vrai nombre limite. On est en France, c'est remboursé à 100%, à part peut-être les sages-femmes à Paris qui ont le droit de faire du dépassement d'honoraires vu le prix des loyers. Mais sinon, en fait, tout au long de sa vie, une femme Ouais. peut faire appel à une sage-femme. Si c'est pour parler de son allaitement, eh ben c'est pour parler de son allaitement. Si c'est pour parler de sa déchirure, c'est pour parler de sa déchirure. Mais en fait, elle a le droit. Notre limite, ça va juste être par rapport au suivi du poids du nourrisson. Ouais. Si c'est le suivi pur du poids, là, généralement, nos compétences, elles s'arrêtent à 1 mois de vie. Mhm. Mais il y a toujours ce truc de, bah, en réalité, si c'est une question sur l'allaitement à 1 mois et demi, bah, bien évidemment, tu peux venir voir la sage-femme et on reparle de tout ça. Et D'accord. finalement, encore une fois, toutes les sages-femmes ne font pas tout. Donc, en fait, juste contacter la sage-femme à côté de chez vous et demandez-lui, bah voilà, est-ce que vous faites. Mais encore faut-il savoir que vous pouvez vous permettre de demander. Et ça, les patients ne pensent pas forcément à juste appeler et dire, bah, est-ce que ça vous le faites? Est-ce que, bah non, en fait, elle se dit juste qu'il y a personne. Et c'est faux, il y a pas personne. D'accord. Ok. Et alors du J'espère coup, que c'était le... clair. Si, si, c'est clair. Non, non, ça veut dire que, en fait, voilà, si vous avez un besoin, il y a toujours une sage-femme qui sera disponible autour de vous. Il en Exactement. est comme ça, c'est un droit que vous avez d'avoir des visites, que ce soit chez vous ou que ce soit au cabinet, qui sont prises en charge. Voilà. C'est ça? En gros. Euh, Quel rôle vous avez du coup dans ce Prado par rapport à l'allaitement? Est-ce qu'il y a, enfin dans ce Prado, dans ces visites autour de l'allaitement? Qu'est-ce que vous pouvez faire, ne pas faire? Quelles seraient en quelque sorte les limites d'une sage-femme concernant l'allaitement? Quelles sont nos limites? Bah, c'est une bonne question. J'allais dire que notre but dans ces visites dans ces visites postnatales, c'est vérifier l'examen médical de la mère, l'examen médical de l'enfant, son poids et donc son alimentation. Euh, Finalement, notre but, c'est de vérifier que tout va bien, donner des conseils s'il y a besoin d'en donner et réorienter effectivement si ça va pas. Dans ces cas-là, si ça va pas, je pense au cas des pertes de poids importantes supérieures à 10% du poids de naissance. Dans ces cas-là, on continue pas le suivi à domicile, on adresse à l'hôpital. Ce qu'on vérifie aussi, c'est et ce donc même si on peut donner des conseils sur l'allaitement, hein, c'est tout une perte de poids trop importante, on réadresse. Euh, pour des taux de jaunisse trop importants, on peut réadresser également à l'hôpital. Et après, sur l'allaitement, bah finalement, j'allais dire, tant que la sage-femme qui est en face de sa patiente, dans la circonstance de sa patiente, est capable de l'accompagner, bah, elle l'accompagne et presque sa limite, ça va être de pas trouver de solution. Bah, dans ces cas-là, on adresse à des collègues, à des consultantes en lactation. Je pense que c'est surtout ça, la limite, c'est encore une fois, bah là, je me sens bloquée dans les conseils que je donne et je trouve pas de solution. Oui, encore une fois, tout en prenant en compte le projet de la mère, à savoir si jamais elle a envie d'allaiter, toujours essayer de trouver le chemin pour éviter les compléments et éviter une mise en péril de cet allaitement. Donc quand on se sent Exactement. coincé, c'est là qu'on réadresse, comme dans tout métier d'ailleurs. Mm. Tu nous as parlé de la jaunisse du bébé, et ça tombe bien Ouais. parce que je voulais te poser une question à ce sujet-là. C'est comme c'est encore une fois vous qui êtes en première ligne en postpartum. Moi, ça m'arrive de voir arriver des loulous au cabinet qui ont le fond d'œil un peu jaune, etc., qui éventuellement sont un peu voilà, ramollos au sein. Alors souvent, je dis, voilà, quand est-ce que vous passe votre sage-femme ou quand est-ce que vous la revoyez pour qu'on puisse vérifier ça. Bon, bah, je la vois demain. Bon, bah, parfait, super. Et là, je me décharge sur vous. Mais c'est un vrai sujet, la jaunisse, parce que dans l'allaitement, ça peut être un facteur, comme on dit, bah, pas favorisant, mais l'inverse, enfin, un facteur qui embête l'allaitement. Mhm. Est-ce que tu peux nous rappeler comment ça fonctionne et pourquoi c'est un truc à vérifier, sans pour autant que bébé soit en danger? Ouais, bien sûr. Donc, pour rappel, la jaunisse, est-ce que tu sais ce que c'est la jaunisse? Moi, j'adore expliquer ce que c'est parce que je trouve que c'est
incroyable. C'est un En défaut de fait, produit d'évacuation de bilirubine ouais, au niveau du exactement. foie. Et donc, en fait, qu'est-ce qui donne la jaunisse? C'est parce que le foie fonctionne hyper fort chez les nouveau-nés. C'est le foie hein, qui rend jaune. Le nouveau-né ne respire pas comme nous dans le ventre. Il reçoit de l'oxygène via le sang de sa mère. Et donc, les globules rouges qui sont ces cellules qui ramènent l'oxygène vers les muscles, etc., sont des globules rouges de fœtus. Une fois qu'il naît, il respire bah, comme nous maintenant avec ses poumons et donc il a d'autres globules rouges qui amènent différemment l'oxygène vers nos organes. Et donc il a plus besoin de ces globules rouges de fœtus et donc il doit les dégrader. Et quel est le foie, quel est l'organe qui dégrade dans le corps? Eh bien c'est le foie. Et donc Oui. le foie est, fonctionne énormément chez les nouveau-nés et donc c'est physiologique, c'est normal et non inquiétant de faire une jaunisse, que les bébés soient un peu jaunes les premiers jours de vie. Et en fait, souvent, le pic de la jaunisse, c'est vers J3. Et c'est pour ça que souvent, la sortie se fait à J3 ou si la sortie se fait à J2, on veut un contrôle de la jaunisse à domicile à J3 pour vérifier que au moment du pic, on soit hors zone de risque. Euh, et après, donc, on arrive au pic à J3 et cette jaunisse, selon les enfants, donc elle monte plus ou moins, hein, eh bien, elle peut aussi descendre parfois assez lentement et facilement sur plusieurs jours. L'enfant peut rester avec un teint ictérique, donc avec cette ictère, sans que ce soit grave. Par contre, c'est à surveiller. Et quels sont les signes rassurants face à une jaunisse quand on sait que le taux était bon à J3? C'est justement un bébé qui prend du poids, un bébé qui élimine bien, qui remplit ses couches, qui a au moins 4 pipis par jour avec des couches qui pèsent et des selles qui ont changé de couleur. C'est incroyable. Les urines, les selles sont jaunes. La jaunisse aussi, magnifique. Versus un enfant qui a un teint un peu jaune, on se dit bah oui, bon, comme beaucoup de nouveau-nés, mais son taux était bon. Mais effectivement, il est un peu hypotonique et pas très vaillant au sein. Et bah là, on se dit bah forcément, si il ne mange pas beaucoup, euh, il ne va pas beaucoup éliminer et donc ça peut entretenir sa jaunisse et donc il reste plutôt hypotonique et en fait c'est un cercle vicieux. Euh, dans ces cas-là, il est vraiment important, en lançant l'alimentation, l'allaitement, la lactation, en fait, on peut corriger tout le problème parce que du coup, l'enfant gagne des forces, euh, mange mieux, stimule plus, Hmm. élimine plus sa jaunisse et ainsi de suite. Donc Ok. effectivement, il y a un vrai lien entre jaunisse et allaitement. Ouais, donc c'est pas inquiétant, mais il faut vraiment qu'à côté le système, l'alimentation se mette en route, quoi. Exactement. En gros, un bébé qui ne prend pas beaucoup de poids, n'est pas très vaillant au sein et garde un teint jaune longtemps, euh, parlez-en. Oui, effectivement, voyez votre sage-femme pour vérifier tout ça. Il y a sûrement un truc à ajuster. Ok, très bien. Revenons un petit peu en arrière et reposons-nous la question de pendant la grossesse. Mhm. Ce qu'on dit beaucoup, pareil, quand on commence à connaître un petit peu de choses à l'allaitement, c'est que finalement les mamans, elles auraient besoin de recevoir ces informations essentielles, à savoir bon, globalement, les compléments, il y en a que rarement besoin, qu'un allaitement, c'est pas censé faire mal, ces choses-là. Qu'il faudrait qu'elle reçoive ces conseils-là pendant la grossesse. Moi, j'ai Mhm. le souvenir, tu vois, que ma sage-femme, pendant les cours de préparation à l'accouchement, il y avait un cours de préparation au postpartum et puis un cours de préparation à l'allaitement. Et j'ai un souvenir d'informations dedans, bah, en fait, de plein d'informations, mais pas de ces informations-là. Ok. J'ai un souvenir de qu'on m'explique ce que c'est qu'un bout de sein, ce que c'est qu'une coque, la lanoline, comment s'en tartiner toute la journée, etc. Bon, en gros, je vais être honnête, ça donnait pas vraiment envie d'y aller. On se disait quand même que ça avait l'air d'être une sacrée galère. Mais donc déjà, est-ce que ce cours de préparation à l'allaitement, il fait partie de ces cours qu'on peut avoir avec la sage-femme? Est-ce que c'est dépendant de la sage-femme avec qui on fait la préparation? Et s'il y est, est-ce qu'il y a bah, un programme déjà établi finalement, où les sages-femmes sont complètement décisionnaires dans ça? Les sages-femmes sont complètement décisionnaires des cours qu'elles donnent. Par contre, effectivement, quand on fait des séances de prépa à la naissance en donnant des infos théoriques, on a quand même des objectifs à atteindre Mhm. qui sont pas sortis de nulle part, hein. Même la Haute Autorité de Santé a un listing d'objectifs à atteindre. Par contre, effectivement, on n'a pas, en gros, on n'a pas un
protocole, genre, voilà, vous faites de la prépa, voici ce que vous devez dire sur l'allaitement. C'est D'accord. vraiment chaque sage-femme qui fait son programme et donc chaque sage-femme qui constitue, avec les connaissances et les formations qu'elle a, son programme sur l'allaitement. D'accord. Pour le coup, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et il y a aussi une chose, c'est que, bah, en tant que professionnel, parfois même avec la meilleure volonté du monde, tu penses vraiment que tu fais très bien. Ah ben Mais j'en vraiment. doute pas, bien sûr. Et le truc, c'est que c'est aussi intéressant parfois d'avoir le retour des patients et les patients n'osent pas forcément dire, parce que c'est pas non plus aisé de dire, bah franchement, j'aurais bien aimé savoir ça sur l'allaitement quand même. Hmm. Et c'est toujours enrichissant et vraiment avec bienveillance et d'adulte à adulte, on peut se permettre en postpartum ou peut-être quand on revoit sa sage-femme en rééduque du périnée, dire ah bah tel sujet, je trouve qu'on l'a pas suffisamment abordé, je me sentais pas suffisamment prête à. Et nous, on sait que de toute façon, il y a aussi des choses qu'on dit qui sont parfois oubliées par les patients ou tant que t'es pas confronté, tu te rends pas compte de la mesure, de l'importance de ce que la sage-femme est en train de dire, ce qui est aussi une vérité. Donc il y a des deux, il y a des infos sûrement qu'on ne donne pas assez. Et ça dépend de chaque sage-femme. Et vraiment, pour la plupart, on est très ouverte au retour et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on se nourrit aussi. Il y a aussi des infos qu'on donne et qui passent complètement à l'as. Mhm. Il y a les deux et au moins, euh, même, tu vois, si on donne des infos, s'il y a plusieurs patients qui nous disent, bah ça, franchement, j'aurais bien aimé le savoir et qu'on se dit, bah pourtant, je l'ai dit, bah c'est peut-être que s'il y a plusieurs personnes qui nous le disent, bah peut-être qu'on doit réinsister dessus parce qu'on le disait, mais en fait, on se rend compte que ça passe pas assez. Donc vraiment, le retour des patients est hyper intéressant là-dessus parce que effectivement, on n'a pas un protocole national de voilà ce qu'il faut à tout prix dire, voici les attentes des patientes sur le cours sur l'allaitement. Oui, et puis encore une fois, tout ça est soumis à personne dépendant en fonction de ce qu'elle a appris, de ce dans quoi elle est baignée, de ce qu'elle a construit ou déconstruit comme idée, etc. Voilà. Ouais, mais t'as raison, tu vois, là tu me le dis, c'est vrai, j'aurais dû l'appeler ma sage-femme et lui dire qu'il y a des choses que ça m'aurait fait du bien d'entendre en préparation et que, en effet, tout simplement, avec bienveillance, mais faire un retour, c'est Bah important. ouais, en fait, comment dire, enfin, c'est hyper important, ça permet de garder le dialogue soignant-soigné, euh, dialogue qui, je trouve, parfois se rompt de plus en plus. Mm, Et j'ai l'impression parfois qu'il y a de plus en plus de camps. Les soignants mhm. ne comprennent pas les patients et voilà. Et alors qu'au final, on a vraiment tous la même envie. Euh, et en fait, je pars vraiment du principe que si bah, encore une fois, on peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, et donc si personne ne nous l'a jamais dit, bah, enfin, tu vois, c'est dur en tant que soignant de se dire mince, en fait, ça fait autant d'années que je donne ce cours que je trouvais canon, et en fait, il y a jamais personne qui m'a dit qu'en fait, il manquait telle info cruciale. Et bah, tu te sens bête en tant que professionnel de santé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vraiment pour rappeler que c'est sûr que on manque sûrement de connaissances sur plein de sujets. C'est aussi à chaque professionnel de se former. Aujourd'hui, la réalité, c'est que bah, une formation aussi, c'est de l'argent et du temps. Ouais. Mais par contre, quand on a des retours d'expérience ou des questions de patientes, bah là, en fait, ça nous fait des formations au quotidien parce qu'on se dit, tiens, il y a autant de patientes qui me posent la question sur tel truc. Et en fait, ça me prend 10 minutes ce soir de lire quelque chose sur ce sujet-là plutôt que de poser une semaine pour faire une formation à 1 000 euros, en gros. Oui, Donc, sans savoir vers quoi tu vas parce que justement tu sais pas qu'il te manque un truc. ouais, Ok, bon bah ça c'est un super conseil du coup, c'est-à-dire que tout autant que vous êtes là à écouter, il y a un truc qui vous semblait manquant, voilà, une remarque à faire, faites-la avec bienveillance, évidemment. c'est ça. Mais c'est ça, en Et fait, on peut en faites-le. parler d'adulte à adulte. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses en ce moment qui tombent sur les soignants que il est rapide également, comme un patient, de se dire, ouais, de toute façon, les soignants s'en fichent et se soucient pas suffisamment de tel sujet. Pas de Non. supposition. Vraiment, vous êtes en face de un soignant, un individu à part entière. Il y a des généralités, des problèmes de système, mais là, aujourd'hui, votre problématique, elle est avec un individu, et donc prenons cet individu sans présupposer des choses qu'on ne sait pas. Ouais. Voilà, je trouve que c'est hyper important le lien soignant-soigné, et j'essaie vraiment de,
Non, non, mais tu as communiquer sur complètement cette chose. raison. Moi, je dis toujours aux gens quand ils partent du cabinet, je leur dis, vous me donnez des nouvelles. Ah oui, mais alors, je sais comment, parce que je vous dérange pas. Non, mais en fait, vous me dérangez pas si je vous propose de le faire. Je devrais Exactement. même pas vous proposer de le faire. Par principe, vous avez mon numéro. S'il y a un souci, moi, je dis toujours, je préfère qu'on me déteste de près que de loin. Au moins, ça fait grandir. Non, mais c'est vrai, c'est hyper important ce que tu dis. Donc ça peut être aussi une façon justement d'aider à cette diffusion d'informations sur le Ouais. sujet de l'allaitement. Et puis parce qu'on y reviendra après, mais voilà, malheureusement, on sait que votre métier aujourd'hui est vachement brassé, que vous avez une somme de choses à faire dans des conditions un peu déplorables. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, ça, VS, les choses vitales, voilà, on ne peut pas non plus Mm. vous demander d'être partout. Ok, ok. Je voudrais qu'on reprenne quelques situations. Si tu as par exemple, tu vois, des exemples dans tes patientes, etc. Quelques situations de maman problématiques avec l'allaitement et comment, quelles armes toi, t'as en tant que sage-femme et à quel moment tu passes le relais. Je te donne un exemple. Est-ce que tu as dans tes patientes une maman qui souffre par exemple de crevasses? Tu passes à J5 à la maison. Elle a les seins, c'est le feu. Elle, elle se tartine de sa lanoline tous les jours. Elle a les coquillages d'allaitement, machin. Elle a tout essayé, tous ces espèces de pansements, tu vois, face à la douleur Mhm. et aux crevasses du sein. Qu'est-ce que tu as, toi, comme arme en tant que sage-femme qui, visiblement, a quand même quelques bases au niveau de l'allaitement à lui proposer? Bah, premièrement, ouais, cette patiente, on va voir ce qu'elle a déjà fait, de quand ça date. Est-ce que, elle a toujours eu ses crevasses? Est-ce que ça ne fait qu'empirer? Est-ce que finalement, aujourd'hui, à J5, c'est horrible, mais ça va mieux qu'à J4? Mhm. Donc déjà, où est-ce qu'on en est dans son histoire de crevasses? Qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place? Parce que sur les crevasses, c'est un sujet tellement fréquent qu'on a l'impression qu'on sait déjà tout, mais ça m'arrive, et tu vois, même chez des multipares, par exemple, on parle des crèmes, des pansements, etc. Et donc, je leur dis, bah, peut-être, est-ce que vous avez déjà tenté les coquillages? Non, mais je l'avais fait pour le premier, j'avais complètement oublié que ça m'avait sauvé mes crevasses. Enfin, donc, juste répéter tout ce qui existe pour soigner, vu que là, on Mhm. est dans le soin, vu qu'elles sont déjà là. Euh, Tout simplement, on regarde une mise au sein, la position. Est-ce qu'on peut conseiller sur la position de la mère, de l'enfant, de la bouche de l'enfant, comment elle est la succion, tout simplement. On examine l'enfant et après, on va aussi comment dire, s'appuyer sur comment s'est passée la naissance. Est-ce qu'il y a eu ventouse, forceps? Moi, ça m'arrive souvent, tu vois, justement, je ne dis pas ça pour te brosser dans le sens du poil, mais ça m'arrive souvent sur des crevasses persistantes d'adresser à des ostéos. Euh, Eh oui, parce qu'un bébé qui est tout coincé, niveau crâne, niveau mâchoire, c'est un bébé qui serre la bouche. Parfois, c'est fou comme en 24 heures, je vois une différence et moi, je suis là avec mes conseils et parfois, les patientes, je sens qu'elles ont envie d'appliquer tous les conseils qu'on leur donne, la crème, la position, le truc, et je leur dis, mais allez voir l'ostéo. Je repasse 3 jours plus tard. Vous avez pris rendez-vous? Ah bah, j'ai oublié d'appeler. Et t'es là, genre, franchement, la solution, elle est là. Donc, Ouais, mais c'est vrai que c'est là que le problème, tu vois, ce spectre à l'allaitement, ça fait mal, les crevasses, enfin, moi, on me l'avait presque annoncé comme un truc qui, de toute façon, allait se passer, tu vois. Enfin, hmm, on te dit, ah non, mais l'allaitement, ça fait mal. Et puis les crevasses, c'est l'enfer. Mais en fait, c'est pas normal d'avoir des crevasses. On n'est pas censé avoir mal, encore une fois, on n'est pas censé se ouais. faire manger le sein comme ça, littéralement. Donc du coup, ouais, leur dire que, ok, mais il y a une solution derrière. Là, tous ces pansements, ils sont top et il faut vous les conseiller parce que la crevasse maintenant, elle est là. Mais comment on cherche l'origine, quoi, de cette Ouais, crevasse? exactement, c'est ça. Chercher l'origine et comment dire, et soutenir l'allaitement. J'entends par là, il y a également beaucoup d'allaitements qui ont envie il y a beaucoup de femmes qui ont envie d'arrêter leur allaitement parce que juste là, c'est une douleur insupportable. Et c'est là où il est important de parler, encore une fois, de ce que j'appelle les déviations, de toutes ces possibilités de maintenir un allaitement maternel sans que ce soit forcément au sein directement. Euh, on peut se permettre de faire une pause de mise au sein pendant 6 heures, 12 heures, 24 heures, le temps de cicatriser et de peut-être un peu arrêter ce cercle de la douleur qui est stimulé et réveillé toutes les 2 heures et entretenu. Et on a le simple fait de mettre son enfant au sein, on a déjà mal au sein. Hmm.
et il est possible de donner son lait euh, autrement qu'en biberon si vraiment là on sent qu'on va arrêter l'allaitement parce qu'on n'arrive plus à mettre son enfant au sein. Et donc vraiment, on a pour moi ce rôle de soutien et je trouve qu'il y a beaucoup d'allaitements qui en fait juste s'arrêtent parce qu'on ne dit pas en fait là il peut avoir une solution. Voici ce qu'on peut faire, enfin toujours encore une fois en suivant le Bien projet sûr. du couple, hein, mais euh, mais juste être soutenu en disant, OK, là, franchement, c'est pas normal ce que vous vivez, mais ça, c'est pas pérenne. Il y a des solutions. Persistez, on se revoit dans 2 jours. Et Mm. en fait, notre rôle, il est là aussi. Entendre toutes les craintes, toutes les questions, y répondre. C'est, tu vois, j'ai encore vu une patiente là, ça faisait 6 semaines qu'elle avait accouché. Un allaitement, franchement, enfin, une warrior, elle a tenu bon jusqu'au bout. Elle a failli arrêter pendant mes vacances parce que son médecin généraliste lui a dit, eh, franchement, non, mais en fait, donner des compléments de lait de préparation commerciale. Elle est allée en pharmacie pour en acheter. Et c'est la pharmacienne qui l'a vu venir chercher ses pansements, ses trucs, son tirelet, son truc, qui lui a dit, mais non, c'est pas votre projet, n'arrêtez pas. Vous... Enfin, là, franchement, ce que vous avez, vous tenez bon et tout. Et elle a Ouais. continué. Ça se passe bien. Et en fait, il y a énormément d'allaitements qui s'arrêtent parce qu'on dit, bah ouais, c'est la merde, arrêtez. Oui, et puis parce que la solution, il y a une solution de facilité, quoi, qui n'est pas une Ouais, solution pour l'allaitement, mais qui est une solution pour que bébé soit nourri quand même, quoi. exactement. Donc, du coup, on a tendance à se ranger vers ça parce qu'on veut des solutions le plus vite possible pour tout le monde, quoi. Malheureusement, un Ouais, allaitement, c'est la solution la plus rapide, n'est pas souvent celle qui va dans le sens d'un allaitement maternel. c'est ça. Ok, et du coup, à quel moment tu réfères? Bon, pareil, enfin, on va pas pouvoir faire de généralité pour toutes les sages-femmes, puisque chacune avec sa formation peut aller jusque là où elle veut. Mais par exemple, tu vois, tu me disais tout à l'heure, moi sur les problématiques de frein, etc., c'est un truc où je me sens pas apte à diagnostiquer. À quel moment, tu vois, sur cette maman qui a des crevasses, tu réfères? Bah, alors déjà, je vais dire une chose très pratico-pratique, mais selon le temps que j'ai à lui accorder. Mhm. C'est tout bête, mais il faut aussi savoir dire, en fait, franchement, là, ce que je peux lui proposer, c'est pas suffisamment soutenant en termes de dispo. Mhm. Donc là, c'est pas un suivi pathos, c'est juste référer à peut-être quelqu'un qui sera plus disponible que moi aussi. Mhm. Euh, Bien évidemment, on va vérifier que ça ne s'infecte pas. Bien sûr. Et ça m'arrive sur des problématiques, et encore, ouais, c'est exactement ce que tu as dit, ça va dépendre aussi de chaque sage-femme et comment, voilà, jusqu'où elle se sent d'aller. Moi, je trouve que c'est intéressant aussi parfois d'avoir, même si on sent qu'on peut gérer et qu'on a le temps, pour le coup, quand on a des consultantes en lactation dans le coin, j'aime bien quand je sens qu'on commence à accumuler un peu les problèmes et que c'est un peu laborieux pour s'en sortir, même si on est sur la bonne voie. Euh, En fait, c'est là où je me dis, il y a quand même beaucoup de points. Ouais. Et même si je pense être sur la bonne voie, bah finalement, le regard de la personne qui aura un spectre de solutions sûrement plus large. Quand je me dis, il y a peut-être un truc que je loupe, mais je sais pas y répondre à cette question vu que j'ai pas toutes les infos. J'aime bien référer et prendre un autre avis dans ces cas-là quand je me dis, j'arrive pas à savoir si je loupe un truc ou si là, tout ce que j'ai proposé, c'est bien. Ouais, donc finalement, quand ça se complique, quoi. C'est-à-dire que si au démarrage, on a une maman, on reprend l'exemple des crevasses, mais qu'il y a une position qui est pas bonne, un bébé qui était un peu tendu, etc., en fait, c'est soit tu t'en sors très rapidement et à 100%, soit tu t'en sors mais à moitié, ou tu t'en sors pas et là tu réfères, quoi. Mais tu laisses pas une Ouais, maman avec plein de soucis, même si ça a l'air d'aller dans le bon sens, quand ça commence à traîner. c'est ça. Et je trouve qu'en plus, sur l'allaitement, parfois, il suffit d'employer d'autres mots pour donner exactement le même conseil et ça peut tout changer. Et je trouve que D'accord. quand ça traîne un peu, avoir un autre avis, et franchement, parfois, la personne donne exactement les mêmes conseils que j'ai donnés, mais moi, ça me rassure dans le sens, ok, j'ai rien loupé, donc pour moi, ce n'était pas un rendez-vous qui servait à rien. La patiente, ça la rassure en me disant, ok, 2 personnes disent la même chose, donc vraiment, ce qu'on est en train de faire, on est sur la bonne voie. Et le but de référer, parfois, l'autre personne va pas apporter de nouvelles solutions, et c'est pas pour autant qu'elle n'apporte rien.
parce qu'une expertise en plus, ça soutient l'allaitement aussi. Oui, et parfois, juste avoir un double avis, une seconde personne qui vient confirmer la première chose, en effet, ça rassure la maman, ça tamponne le fait qu'elle est sur la bonne voie, qu'elle peut continuer comme ça et qu'on est bon. Donc non, ça peut être rassurant et très soutenant pour l'allaitement, je suis assez d'accord avec toi. Donc très bien, voilà, c'est parfois demander un nouvel avis, parfois parce qu'on s'en sort pas. Donc voilà, le meilleur conseil que tu pourrais donner finalement à une sage-femme qui peut-être sait pas qu'elle sait pas, mais si elle écoute cet épisode maintenant, elle saura qu'éventuellement elle peut avoir des manques dans ce domaine-là, c'est lui dire, voilà, finalement un deuxième avis n'est jamais mauvais à prendre, donc si la maman peut le faire et qu'il y a quelqu'un de disponible autour, pourquoi s'en priver, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, pourquoi ne pas dire, euh, bah voilà, la semaine prochaine, je suis un peu moins dispo, bah peut-être aller voir une consultante en lactation, demander à la puère de PMI de passer. Et en fait, à force d'avoir des deuxièmes avis qui vont toujours dans votre sens aussi ou qui apportent quelque chose, on apprend aussi comme ça parce que du coup, ça nous permet aussi d'avoir les conseils de nos collègues. Ok, très bien. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on sait aujourd'hui que la difficulté pour les sages-femmes de faire dans des conditions correctes, j'entends, leur travail concernant l'accompagnement des naissances. Alors, est-ce que ça, tu penses vraiment que ça participe au fait qu'il y a un manque d'informations concernant l'allaitement? Parce qu'encore une fois, ce serait le sujet de trop. Tu vois, dans le spectre des choses que vous avez à faire et dans les conditions dans lesquelles on vous impose, entre guillemets, de le faire, euh, quelle place peut avoir l'allaitement là-dedans? C'est pas une question simple, je trouve. Est-ce que c'est le sujet de trop? En fait, on a tellement effectivement de sujets, tellement, enfin, quand tu penses, on peut suivre une patiente en gynéco, en rééduc, en prépa, en faire les suivis. Enfin, vraiment, on a tellement de motifs différents de consultation sur une même journée, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, qu'il y a presque tous les sujets sont de trop. Euh, je pense que c'est intéressant. Là, je vais plus m'adresser enfin, pour le libéral. Euh, c'est intéressant de se dire, est-ce que je peux vraiment tout faire? Est-ce que je peux vraiment être compétente partout? Est-ce que j'aime tout faire? Et c'est là où parfois c'est difficile de se dire, en fait, j'ai les compétences, j'ai le droit de suivre. Et, et quelle sage-femme je suis si je dis, bah franchement, moi je propose ça, mais par contre les suivis allaitement, en toute honnêteté, j'adresse. C'est tout bête, hein. Alors, il peut avoir une part d'ego, il peut avoir aussi une part de bah mince, je suis peut-être pas une sage-femme accomplie parce que j'arrive pas à utiliser 100% de mes compétences de sage-femme. Euh, et c'est des problématiques, enfin c'est des questionnements. Moi, je sais qu'avec ma collègue sage-femme au cabinet, qu'on se pose à chaque fois qu'on déjeune ensemble, on se pose des questions de bah tu vois telle pratique, je sais pas si je vais la continuer ou si je vais. Enfin, c'est juste en termes d'organisation, c'est hyper compliqué de tout faire et d'être disponible autant à tout le monde, à la personne qui t'appelle pour une urgence gynéco, mais en même temps, là, t'as un bébé qui perd du poids de l'autre côté. Enfin, c'est hyper compliqué. Est-ce que ça rendrait service? Parce que il y a un vrai, il y a une vraie question dans cette histoire de suivi d'allaitement, c'est que aujourd'hui on sait que c'est les consultantes en lactation qui sont les plus à même de suivre l'allaitement, voilà, le plus correctement du monde parce qu'elles ont toutes les informations, etc. Mais la réalité, c'est que les consultantes en lactation, voilà, ont un coût, ça c'est une chose, et elles en ont tout un différent. Il n'y en a pas partout non plus. Et puis, elles sont pas ou très très peu remboursées. Il y a certaines mutuelles qui prennent un petit bout, machin, mais enfin, comparé par exemple à l'ostéopathie qui est maintenant pas trop mal remboursée par les mutuelles, en général, la consultante en lactation, c'est encore sur un autre niveau. C'est la prise en charge, elle est, soyons honnêtes, médiocre par les mutuelles. Encore faut-il que la patiente ait une mutuelle. Donc du coup, si dans un monde merveilleux, les consultantes en lactation étaient prises en charge au même titre que les sages-femmes, est-ce que ça vous arrangerait finalement, tu vois, de ne pas avoir ce suivi de l'allaitement parce que ça vous permettrait d'être focus sur le reste?
Je peux pas dire ça parce que à la fois c'est difficile de tout coordonner avec toutes les cordes qu'on a à notre arc, à la fois ça permet à chaque sage-femme, selon ses affinités, de choisir ce vers quoi elle peut s'orienter. Et moi je trouve Ouais. que c'est absolument génial d'avoir le choix et je pense que ça briserait le cœur de plus d'une de mes collègues de ne plus pouvoir faire du suivi d'allaitement enfin, juste, j'allais dire, juste parce qu'elles n'ont pas fait la formation IBCLC, et dans ces cas-là, elles la feraient sûrement, tu vois, mais non, parce qu'effectivement, la sage-femme a les compétences et c'est là où c'est hyper difficile parce on passe tout le temps de l'individu, d'une profession au professionnel. Bien sûr. La profession de sage-femme n'est sûrement pas suffisamment informée, mais par contre, je pense à la sage-femme qui est hyper informée, hyper documentée, sans avoir passé le diplôme d'IBCLC. Euh, si on lui dit, bah en fait, tu n'es pas légitime, enfin, c'est terrible. Ouais, ouais. Et donc, je trouve ça génial de se dire, en fait, on a toutes ces cordes-là et c'est à chaque sage-femme de choisir ce sur quoi elle a envie de mettre son énergie, son temps, sa formation. Et on est bon dans ce qu'on aime. Et, et voilà, et oser dire, ok, ça par contre, c'est pas mon sujet de prédilection, j'accepte d'y passer moins de temps, mais je peux pas souhaiter non plus aux IBCLC d'être remboursés parce que, en réalité, le remboursement, c'est vraiment une médaille à double face. C'est absolument génial pour les patients et on a un système de soins formidable pour ça, mais c'est terrible pour les professionnels. On se rend bien compte là, les psychologues pour qui à présent on peut demander, je crois, 5 séances remboursées. C'est en fait c'est terrible. Aujourd'hui, ils ont le choix de se conventionner ou pas, et plein le feront pas Ouais. parce que sous motif d'être soignant et de vouloir rendre service, on devrait accepter de gagner 9 euros de l'heure, enfin, euh, 9 euros dans la poche, hein, après les charges, les trucs, les machins. Et donc le remboursement, en fait, c'est terrible parce que je peux pas le souhaiter aux gens. Moi, tous les jours, je peste, enfin, le remboursement, mais à d'autres tarifs, quoi. Moi, tous les jours, je peste sur les tarifs de la Sécu. Donc, C'était plus dans l'esprit de se dire, est-ce que pour vous, enfin, pour toi par exemple, qui connaît tes limites et qui sait quand est-ce qu'il faut que tu renvoies vers une IBCLC, est-ce que fréquemment il y a un frein de ce côté-là, tu vois, pour les patientes? euh, c'est un frein qui peut être fréquent et dans ces cas-là, n'oublions pas qu'il y a la PMI, hein, quand même. On Mm. a la protection maternelle infantile avec que ce soit des sages-femmes ou des puères qui peuvent passer régulièrement. C'est également un super soutien. Et finalement, moi, ce que j'aime bien dans le fait qu'il y ait plusieurs choix comme ça, bah, c'est que ça peut aussi s'adapter à différents profils. Enfin, en toute honnêteté, j'ai pas de réponse tranchée sur le sujet. Je suis désolée, il y a plein de sujets où je suis pas très tranchée, hein. Je suis- Non, non, mais il y a aucun souci. Il y a aucun souci. Moi, ouais, je te posais la question parce que je me disais que en effet, on dit que vous manquez de formation, etc., mais vous n'avez pas nécessairement le temps d'aller vous former dans le spectre de choses que vous allez que vous avez à faire. Effectivement, se former, ça a un coût. Et puis encore une fois, faut-il savoir qu'on a besoin d'aller se former. Enfin, tout ça, ça met quand même plein de barrières pour un métier qui pourtant est en première ligne sur ce sujet-là. Et comme tu le disais, c'est peut-être pas nécessairement vital, mais à un instant T, pour un couple, maman-bébé et pour un couple parental, ça peut être un peu le sujet numéro un, quoi. Mais C'est ça. Et en même temps, en même temps, ne sont pas rares, ne l'oublions pas, les sages-femmes extrêmement bien formées sur l'allaitement. hmm, Donc, c'est possible. C'est vraiment ouais, au niveau individuel que ça se passe, quoi. Donc, bah oui, c'est ça. peut-être qu'en fonction de votre projet, c'est à réfléchir quand vous êtes enceinte, mais en fonction du projet que vous avez, demandez à votre sage-femme, voilà, à quel point elle a envie de s'impliquer là-dedans. Est-ce que c'est un sujet qui la botte pas? Parce que on a le droit de dire qu'un truc nous botte pas. Moi, typiquement, désolé s'il y a des sportifs qui nous écoutent, mais les sportifs, ça me botte pas. J'irai pas me Ouais. former sur le sujet.
Et quand j'en ai un qui débarque au cabinet, qui s'est perdu dans un centre dédié à la femme et à l'enfant, voilà, je lui dis que enfin, voilà, je sais faire dans les faits, mais s'il y a une spécificité, ben, je l'adresse à un collègue parce que voilà, ça me botte pas. Donc on a le droit de pas être à fond sur tous les sujets. Le tout, c'est de savoir qu'on n'y est pas, quoi. Ouais. Encore une fois. Ok. Et du coup, en parlant de formation, si jamais on a des sages-femmes qui nous écoutent et qui ont envie justement d'aller se former un peu sur l'allaitement, est-ce qu'il y a des formations qui sont accessibles pour vous que tu peux conseiller? Donc, bah, forcément, la formation de consultante en lactation, mais au-delà de ça, sans devenir consultante en lactation, il existe des organismes de formation dédiés aux sages-femmes. Les plus connus, je sais pas si je donne les noms. Bah si, je Ouais. pense. Il n'y a Bon, pas de les plus souci. connus, il y a l'ADCO, Médic Formation, qui propose des formations. Euh, il y a également l'Association nationale des sages-femmes libérales qui propose des formations. Mhm. Et puis c'est important de savoir, de se rappeler qu'on a, donc celles qui sont sages-femmes libérales, elles le savent depuis un moment, mais quand on est jeune sage-femme libérale, on ne le sait pas forcément qu'on peut avoir des aides pour financer les formations. Et si toutefois vous êtes sage-femme hospitalière et que vous avez envie de vous former, c'est vrai que quand on est à l'hôpital, si l'hôpital ne nous paie pas la formation, c'est rare qu'on fasse des formations en plus parce que ça prend du temps et de l'argent. Donc c'est sûr que c'est de l'argent. Par contre, c'est important de rappeler que ça peut être déductible des impôts si vous êtes en frais réels. Donc c'est aussi des choses à prendre en compte. Ok, super. Et ce que j'ai envie de conseiller pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps et l'occasion de se former, ça vaut pas une formation, mais par contre, c'est vrai que d'écouter des podcasts comme le tien, par exemple, des témoignages de femmes allaitantes, ça permet toujours de gagner en expérience parce que à chaque fois qu'on est face à une patiente dans la vraie vie, on apprend de ses retours. Et quand on multiplie les expériences, même si c'est pas dans une discussion, mais juste à l'écoute d'un podcast, par exemple, euh, ça fait extrêmement grandir dans sa Ouais. pratique. Donc c'est pas une forme, ça n'a pas vocation de former, mais quand même, tu interviews des personnes compétentes sur des sujets donnés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est possible aussi comme ça, de manière disponible et gratuite, de, en tout cas, d'entendre des récits qui peuvent vraiment casser des idées reçues. Donc c'est de l'or aussi. Ouais, tout à fait. Oui, je ne peux que vous conseiller d'écouter Milkshaker dans son intégralité. Vous avez donc 58 épisodes là au moment où, où on tourne celui-là. Non, mais il y en a plein avec des expertes et c'est vrai que j'ai interrogé beaucoup de consultantes en lactation. Là, je voulais donner la parole aux sages-femmes parce qu'encore une fois, je pense vraiment que qu'on le veuille ou non, vous êtes en première ligne et c'est peut-être pas vous qui êtes détentrice de l'intégralité du savoir sur l'allaitement, mais il se trouve que c'est vous que les patientes rencontrent de façon systématique et voilà, on a profondément besoin que vous soyez au fait des grandes lignes parce que si Mhm. vous êtes au fait des grandes lignes, en effet, au moment où on commence à patauger, on sait qu'on peut réadresser et voilà, connaître son champ d'action, c'est l'assurance de ne pas désinformer quoi. Et je pense que c'est ça dont souffre principalement l'allaitement. Ouais. Voilà, j'ai fini avec mon interrogatoire inquisiteur pour savoir ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Charline, sur tout ça Je pense que bah du coup c'est pas ajouter des choses mais je vais insister sur un point. Ce que j'ai vraiment envie de conseiller aux personnes qui souhaitent allaiter, c'est de donc effectivement se former en anténatal, faire la prépa à la naissance, de prendre pleinement la responsabilité de s'informer. Personne ne Mhm. peut le faire pour vous. Par contre, effectivement, vous pouvez pas forcément savoir que les infos données par la sage-femme ne sont pas complètes. Euh, donc ça, prendre la responsabilité de votre information et aussi profiter de la grossesse pour créer votre team du postpartum. Comme tu as dit, en fait, osez demander à la sage-femme dans quelle mesure vous allez me suivre pour l'allaitement. Essayez de voir selon votre personnalité. Bah, moi, je suis plutôt du genre à, franchement, si elle peut passer une fois par semaine, ça me va parfaitement ou non, j'ai pas besoin de quelqu'un qui passe aussi souvent. Et comme ça, en fait, vous prévoyez déjà tout ça, vous avez les numéros de téléphone pendant la grossesse, ce sera beaucoup plus simple ensuite en postpartum. Euh,
essayez également pendant la grossesse de voir si autour de chez vous il y a des réseaux, par exemple. Il y a la Leche League dans certains endroits qui a des réunions une fois par mois avec des femmes allaitantes. Enfin, il y a des choses comme ça qu'on peut trouver, des groupes de femmes qui allaitent pour, enfin voilà, vraiment anticiper, préparer. Euh, N'oubliez pas que même si l'allaitement est naturel, c'est pas forcément inné. Ouais, c'est important de le rappeler. Et une dernière chose, intégrez votre partenaire dans tout ce qu'on vient d'expliquer. Ouais. Parce que, voilà. Parce que Bah oui. donne un complément de préparation industrielle. Voilà, tout ça, dans tout ce qu'on a évoqué, la partenaire peut être intégrée. Euh, et protégez-vous de votre entourage qui n'est pas forcément le meilleur soutien pour l'allaitement. Voilà. Là, je c'est vrai déborde, c'est plus les sages-femmes, mais je trouve que c'est des conseils qu'on ne dit jamais trop. Ouais, bien sûr, faut pas se laisser déborder par l'entourage et c'est vrai qu'il faut que votre conjointe soit dans votre team, hein. Que ce projet, ce soit un projet de foyer finalement, parce que c'est ça qui va permettre au quotidien, minute après minute, d'être soutenu dans ce que vous avez choisi. Exactement. Ok, super. Merci Charline. Merci à toi Charlotte. D'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis voilà, j'espère que ça va un petit peu éclairer sur quelle est la place que peut prendre la sage-femme dans l'allaitement, quelles sont ses limites, à quel moment on peut aussi décider soi-même que si jamais la sage-femme a pas l'air de patauger et qu'on ne sait pas trop où ça va, voilà, prenez la décision vous-même d'aller consulter quelqu'un de plus. N'oubliez pas aussi, encore une fois, de faire des retours à vos soignants. On l'a dit tout à l'heure, on l'a exprimé, mais c'est hyper important parce que c'est vous qui nous faites grandir au quotidien avec vos retours. Merci beaucoup, Charline. Je te dis à très bientôt. Merci à toi. À très vite. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, c'est très simple. Notez-le, abonnez-vous, mettez un commentaire avec 5 étoiles de préférence en fonction de votre plateforme d'écoute et surtout partagez-le sur les réseaux sociaux @milkshakerpodcast pour le faire connaître. Pour suivre l'actualité du podcast, ça se passe sur le compte Instagram du même nom ou sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous trouverez tous les épisodes. Vous pourrez désormais y faire un don si vous souhaitez soutenir Milkshaker. On se quitte encore et toujours avec Emma et son titre Blinded qu'elle a écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Cross the road, cross the on the dinner table.